Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Nous allons revenir aujourd'hui sur le Grand Prix d'Émile-Romagne 2020 remporté par Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo. Je pense qu'à peu près tout le monde était réaliste sur ce qu'on pouvait attendre en termes de spectacle sur ce tracé qui, soyons honnêtes, est aussi beau que peu propice au dépassement. Je dois même dire, heureusement que la dernière chicane a disparu sur le tracé d'Imola parce que je pense qu'elle aurait annihilé tout espoir de profiter de l'aspiration et du DRS au premier freinage. Mais heureusement que ce premier week-end avec une seule séance d'essai libre de prévu a permis d'ajouter un peu de piment sur les stratégies. Et c'est toujours dans ces conditions que Lewis Hamilton s'en sort le mieux et que Valtteri Bottas souffre, ou comme ce dimanche plutôt, a toute la malchance possible et imaginable. Bobo avait fait un super week-end, un super départ, mais son fond plat a ramassé au deuxième tour un débris issu de la Ferrari de Sebastian Vettel, ce qui l'a considérablement ralenti au fil de la course. Alors que les équipes s'attendaient à devoir s'arrêter aux alentours du 25e tour, on a très vite compris qu'il faudrait compter quelques tours de moins avant que tout le monde ne s'arrête. Bottas a réagi un tour après l'arrêt de Verstappen au 18e, alors que Hamilton a demandé à rester en piste plus longtemps, ce que Mercedes devait très certainement vouloir aussi pour tenter de regagner la place qu'il avait perdue face à la Red Bull au départ. Et c'est un mélange de coups de poker et de hasard parce que le rythme de Bottas n'a cessé de diminuer, se plaignant d'une grosse perte d'appui et d'une voiture très capricieuse. Mercedes parlait d'une perte d'appui de 50 points, ce qui peut se traduire par une perte de 8 dixièmes au tour, et pour ceux qui ne sont pas familiers du tout avec ces vilains mots, dites-vous que les temps autour du Finlandais étaient plus lents pendant une bonne partie de la course. Ce micro-sabotage de Ferrari permettra enfin de dire qu'ils ont été plus rapides qu'une Mercedes en 2020. Mais avec ces lents temps autour, Bottas n'aura pas pu résister éternellement à Verstappen, en devant surpiloter et commettre quelques petites erreurs dans le dernier virage, jusqu'à celle fatale qui lui coûtera sa place face à Max. Et le plus grand bénéficiaire de cela fut Hamilton qui put creuser l'écart au point d'avoir théoriquement une seconde d'avance sur Bottas lorsqu'il devrait s'arrêter. Et lorsque la Virtual Safety Car est intervenue suite à l'abandon d'Esteban Ocon, il fallait évidemment l'arrêter pour assurer le doublé, et c'est vraiment très bien tombé pour Mercedes puisque la Virtual Safety Car n'a duré que quelques secondes, mais permis à Hamilton de sortir 5 secondes devant Bottas. Beaucoup de chance sur ce coup-là, certes, mais je refuse d'enlever à Hamilton ce long premier stint, quoique après tout, garder ses gommes hyper longtemps, c'est un peu un de ses points forts. Suite à la crevaison surprise de Verstappen due à un débris sur la piste, Mercedes se ravira de ramener un énième doublé et leur 7e titre consécutif, un nouveau record puisque le précédent de 6 titres consécutifs était détenu par Ferrari entre 99 et 2004, enfin c'était un titre partagé évidemment, parce qu'avant d'avoir 7 titres, Mercedes ils en avaient 6. Blabla mathématiques. Ensuite, j'ai rien à dire dessus, si ce n'est que encore bravo, c'est impressionnant, vous êtes les meilleurs, etc. J'ai rien à ajouter parce que déjà, je regarde plus la F1 pour les pilotes que les constructeurs, donc j'y porte pas vraiment d'attachement, et que je sais que les hommages coulent encore à flot, un peu de partout, et je laisse ceux qui sauront en parler avec plus de passion que moi, la joie de traiter ce sujet. Je suis autant déçu pour Bottas, qui menait vraiment un de ses meilleurs week-ends de l'année selon moi, que pour Verstappen qui a démontré à quel point Red Bull se rapproche des Mercedes, comme à chaque fin de saison en fait. Même si il a dû compter sur l'erreur de Bottas pour le dépasser, il a offert une belle manœuvre pour le gain de la 2e place. Et il lui fallait au moins ça, tant la Mercedes était supérieure en vitesse de pointe. On voyait Verstappen le rattraper dans les virages, mais lorsqu'il y avait la seule vraie ligne droite du circuit, Verstappen perdait tout, donc il fallait vraiment qu'il compte sur cette erreur de Bottas pour pouvoir le passer. Et le cas de Bottas plus la crevaison de Verstappen me permet de relever un petit point qui m'a perturbé. Il y avait beaucoup de débris sur la piste et j'ai l'impression que ça n'a pas dérangé la direction de course. Je l'ai surtout relevé en début de Grand Prix, il y avait un morceau de l'aileron avant de Stroll pendant je sais pas combien de tours, juste à la sortie du virage 6, c'est resté là je sais pas combien de temps. Et c'était assez mal placé, donc est-ce que quelqu'un a roulé dessus, est-ce qu'un commissaire a sauté sur la piste et l'a récupéré? Je sais pas, mais il y avait des débris un peu de partout, j'avais l'impression. Cet abandon de Verstappen a relancé l'intérêt dans la course, a donné un intérêt à la course en envoyant la safety car au 51e tour et permis à Ricciardo de prendre un second podium cette saison. Alors on sait à quel point la hiérarchie est chamboulée depuis que Red Bull n'a plus qu'un seul pilote, que les Ferrari ont remplacé leur voiture par des trotteurs, mais 2 podiums pour Renault et Ricciardo c'était vraiment inespéré en début de saison.
Et voilà, Ricciardo, il est toujours 4e du championnat, Renault 3e, ils prennent la 3e place, ils mènent 1 point devant McLaren et Racing Point. Je pense pas qu'on pourrait faire plus serré, 3 équipes en un seul point. Mais imaginez ce que Renault pourrait faire si Ocon ramenait un peu plus de points. Je vais pas revenir sur la saison de Esteban, je l'ai déjà fait dans une autre chronique, mais ce week-end à Imola, c'était vraiment une bonne succession de déceptions et de malchance pour lui. Hors du rythme en qualif, sa course a été très vite compromise, puisqu'il a dû s'arrêter plus tôt à cause d'un tir-off coincé dans ses écopes de frein en début de course, donc ça a ruiné sa stratégie puisqu'il avait misé sur des pneus médiums et un long premier relais. Il a dû s'arrêter plus tôt, mais au final, ça n'aurait rien changé puisqu'il a abandonné plus tard sur panne mécanique. Un week-end en double teinte pour Renault, encore une fois, mais ce que je veux dire encore une fois, c'est que heureusement que la malchance s'abatte plus sur Ocon que sur Ricciardo qui ramène vraiment le plus de gros points. Daniel Kvyat a régalé AlphaTauri et apaisé leur peine en fin de course après l'abandon prématuré de Gasly. Malgré son départ raté, on peut imaginer que le Français aurait pu être en lice pour sa place sur le podium, suite à sa brillante qualification et son rythme diabolique affiché pendant tout le week-end. Mais Dani n'a pas mérité non plus, passant Pérez, Albon et Leclerc en fin de course juste après la safety car pour finir 4e. Alors on sait que ça va pas sauver son avenir, hélas, mais bon, ça fait déjà un bon résultat à AlphaTauri qui continue de revenir sur Ferrari pour le gain de la 6e place. Et puisqu'on parle des rouges, on a Leclerc qui ramène une belle 5e place. Alors à ce stade, il fait vraiment partie des meubles, je trouve, à toujours se trouver dans ces positions-là, à finir devant les Racing Point et les McLaren. Donc je veux pas vraiment ajouter quoi que ce soit sur sa course. Et pour ce qui est de Vettel, je trouve que voilà, c'est extrêmement déprimant. Je pensais pas que ça pouvait l'être plus que ça. Il a fallu qu'il perde un bout d'aileron avant en début de course pour se sentir plus à l'aise avec la voiture. Il a mené un super long premier relais qui a été gâché par une erreur au stand. Bon, ça arrive à tout le monde, on dira, mais ça lui a clairement enlevé toute chance de marquer le moindre point. Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et est-ce que je dois profiter de cette expression pour évoquer Alex Albon? Les week-ends se suivent et se ressemblent et le désespoir en piste devient de plus en plus visible. Une manœuvre ultra défensive face à Kvyat en début de course aurait pu donner lieu à un bis repetita de ce qui s'est passé au Nürburgring. On est sur la première chicane, Kvyat tente de l'attaquer et Albon ferme complètement le virage. Heureusement, je sais même plus s'ils se sont touchés ou pas, mais c'est passé extrêmement près. Et Albon aurait pu finir avec une crevaison et Kvyat avec un aileron en moins. Donc ça s'est plutôt bien passé. Enfin, la première fois, puisqu'en fin de course, Kvyat a exécuté sa manœuvre sur Albon à la 2e chicane. Albon a tenté de conserver inutilement l'intérieur parce qu'il allait chercher une place qui n'existait pas et a fini par partir en tête à queue, pardon. Et comme pour Ocon, j'en ai déjà parlé en longueur du cas Albon et j'en suis au point où j'ai envie que ça s'arrête en fait. Maintenant, là, tout de suite. Non pas parce que je l'aime pas, au contraire, mais parce que je trouve c'est douloureux à regarder, quoi. Je me rappelle, j'étais soulagé le jour où Gasly a été renvoyé chez Toro Rosso. Parce que là, dans le même cas, j'ai l'impression d'assister à une séance de torture et on regarde ça et c'est douloureux à regarder, quoi. Et on va parler d'un autre garçon qui a eu un week-end difficile, Sergio Pérez. Pas un week-end difficile, mais une fin de journée difficile, puisqu'il était fort mécontent de sa 6e place, et je le comprends. Il menait une superbe course, partant de la 11e position, et il pointait légitimement en 3e place après l'abandon de Verstappen. Mais à l'entrée de la safety car, Racing Point l'a rappelé au stand, et là c'est un répétita de ce qui s'est passé au Nürburgring. Quand je rappelle, il partait à la chasse de Ricciardo, Renault a dû rappeler Ricciardo au stand, et plutôt que de profiter d'avoir la position en piste, Racing Point avait rappelé Pérez au stand et il avait fini 4e. Et là c'est un peu pareil, il avait la position en piste, donc c'était plus risqué de le faire rentrer que de le laisser en piste pour moi, parce qu'on est sur un circuit où dépasser presque impossible, il avait des pneus pas vraiment usés, et Pérez c'est un expert dans la conservation des gommes et de la défense un petit peu borderline, donc je vois pas vraiment ce qu'il pouvait craindre. Checo a fait un super boulot, depuis quelques Grands Prix, Racing Point a besoin de ces points-là, surtout quand derrière il y a Stroll qui enchaîne sur un second week-end désastreux. Il était loin en qualif, Touchette était à queue au départ, strike au stand.
Un nouveau week-end à oublier, et si il a eu de la malchance entre-temps, ses derniers points pris à Monza, il commence un petit peu à dater. Allez, vas-y Junior, papa a besoin que tu marques des points, vite. Parce qu'au final, dans cette lutte pour la 3e place, McLaren me semble avoir le line-up le plus équilibré. Sainz finit 7ème devant Norris, un beau dépassement de l'Espagnol sur son équipier en début de course. Et aussi de super réflexes pour éviter un crash avec l'Albon de travers, qui permet à McLaren de continuer à grappiller des points malgré leurs rivaux qui semblent plutôt au-dessus depuis pas mal de temps maintenant. Alfa Romeo se félicitera d'avoir ses 2 voitures dans les points le week-end où Kiki et Toto ont été prolongés et ça commençait plutôt mal pour eux en plus. Super départ de Giovinazzi, 14e au premier tour, mais comme diraient de grands philosophes, c'est plus facile de gagner des places quand on part dernier que l'inverse. Alors je sais pas qui dit ça, mais je suis sûr qu'il y en a qui pourraient le dire. Un super long premier relais de Raikkonen également qui a été plutôt payant au final. Selon lui, ils auraient pu faire encore mieux que la 9e place, mais bon, ils vont pas s'en plaindre, je pense. La lutte pour les points est vraiment intense dans le fond de grille et ce genre de résultat pourrait définitivement conforter Alfa Romeo en 8e position. Alors que derrière, chez Haas... Bon, au moins, ils auront pas à se plaindre d'avoir un développement négatif avec une voiture qui empire course après course comme l'année dernière, puisque cette année, il n'y a pas de développement. Simon and Garfunkel doivent faire avec ce qu'ils ont entre les mains, même si Magnussen a dû rentrer au stand pour abandonner, c'était pas très clair la raison pour laquelle ils l'ont abandonné. Grosjean, il a écopé de 5 secondes de pénalité également, je crois que c'était pour avoir enfreint les limites de la piste. Mais comme il disait Grosjean, il se bat peut-être pour une 14e place, mais au moins, il a pu s'amuser avec une F1 moderne sur le beau tracé d'Imola. Faut voir le positif là où il y en a. Voir le positif là où il y en a, faut aller dire ça à George Russell qui nous a fait justement une Grosjean sous safety car. J'ai l'impression qu'il souffre d'une Nico Hülkenberg aiguë, parce que Russell a été un des plus impressionnants rookies l'an dernier des 3 qu'il y a eu. Il a commis aucune erreur dans une voiture impilotable, et là, aujourd'hui, il fait une erreur sous safety car, c'est-à-dire que sur un deck de 34 Grands Prix, il a pioché sa seule erreur fatale là où il y avait sa meilleure opportunité de points. Bon, il doit s'en vouloir, l'équipe doit s'en vouloir aussi, parce que là, c'est toujours 0 pointé pour Williams, et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment des opportunités cette saison. C'est ça le pire. Un 0 pointé, c'est pas arrivé à Williams depuis leur début en 1977. Ça remonte. Quant à Latifi, il échoue une nouvelle fois en 11e place. Après une qualification plutôt décevante, j'ai trouvé que c'était une course solide. Il a fait un bon premier relais super long aussi. Il était placé dans le top 10 pendant la majorité du Grand Prix. De voir Raikkonen, Magnussen et Latifi se battre pour la 6e place, c'est un des trucs qui... ça m'a remonté le moral, même si je savais que c'était à la stratégie. Mais disons que ce Grand Prix m'a tellement captivé que j'ai essayé de convaincre mon cerveau que la lutte entre Latifi, Magnussen et Raikkonen pour la 6e place, c'était un genre de Dark Vador versus Obi-Wan. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pour apprécier la Formule 1. Chacun sa manière. Mais voilà, c'était un bon week-end de Latifi, enfin un bon dimanche surtout. Et c'est encore décevant qu'il échoue une nouvelle fois à la porte des points, parce que je crois que c'est sa 3e ou 4e 11e place depuis le début de la saison. Latifi, on parle beaucoup de Russell, et Russell le domine clairement, Latifi, mais quand il faut faire des 11e places, Latifi, il en a plus que lui, c'est pour ça qu'il est devant au championnat. Ai-je trop parlé? Sans doute, mais c'est de votre faute, vous qui continuez à m'écouter. Je vous en remercie néanmoins et je vous invite à mettre un pouce orienté vers le haut sous la vidéo si ça vous a plu, ou sur les podcasts, je sais pas comment ça marche. Bref, quoi qu'il en soit, on peut étendre la discussion si vous le souhaitez dans l'espace commentaire ou sur le Discord dont le lien se trouve en description. Pour suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez envisager de vous abonner ou retrouver les liens des réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.